Bonsoir à tous, merci de votre attention. L'Église catholique a un nouveau pape, le cardinal allemand Joseph Ratzinger. Il s'appellera Benoît XVI et il a fait, comme le veut la tradition, une première apparition tout sourire au balcon du Vatican avant de donner la bénédiction Urbi et Orbi. Une foule très nombreuse s'était massée sur la place Saint-Pierre après l'apparition de la fameuse fumée blanche. Joseph Ratzinger a 78 ans, il était l'un des favoris, sinon le favori, très proche de Jean-Paul II. Il est considéré comme le chef du camp conservateur. La cérémonie de couronnement devrait avoir lieu dimanche prochain sur la place Saint-Pierre. C'est bien entendu l'information principale de cette journée. Nous y consacrerons la plus grande partie de ce journal avec nos envoyés spéciaux et nos invités. Dans le reste de l'actualité, les aveux de la jeune femme qui avait été placée en garde à vue après l'incendie de l'hôtel Opéra Paris. Il s'agit de la compagne du veilleur de nuit. Elle a reconnu avoir involontairement déclenché le feu. La réplique de Jean-Pierre Raffarin après sa mise en cause par Dominique de Villepin. Il a dérapé et je l'ai recadré, dit-il. Il n'y a pas de crise au gouvernement. Enfin, la révérence de Lance Armstrong. Il annonce que le Tour de France 2005 sera sa dernière course professionnelle. Il n'aura donc fallu que 24 heures pour que les 115 cardinaux réunis en conclave se mettent d'accord pour désigner le nouveau pape. Le cardinal allemand Joseph Ratzinger faisait figure de favori. C'est bien lui qui a été choisi, Stéphane Bretner. Sous une pluie fine, le cardinal chilien Medina Estevez s'avance. Il est 18h43, place Saint-Pierre, 300 000 fidèles n'écoutent que lui. Habemus papam. Habemus papam, nous avons un pape. Quelques secondes de silence, puis vient le nom du successeur de Jean-Paul II. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. 5 minutes plus tard, l'ex-cardinal Ratzinger, le nouveau pape Benoît XVI, prend place sur le balcon de la basilique. Cari fratelli e sorelle, mes chers frères et sœurs, après le grand pape Jean-Paul II, messieurs les cardinaux m'ont élu, moi, un simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur. Le fait que le Seigneur sache travailler avec des instruments insuffisants me console. Je me remets à vos prières. Le Seigneur nous aidera et Marie, sa très sainte mère, est de notre côté. Puis le pape bénit la foule. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen. 2 jours de conclave, un record, auront suffi aux 115 cardinaux pour élire le nouveau Saint-Père. Mais tout n'a pas été si simple 1 heure plus tôt. Noire ou blanche? Il fallait être un fidèle avisé à 17h55 pour déterminer la couleur de la fumée qui commence à s'échapper de la petite cheminée de la chapelle Sixtine. Pendant 5 longues minutes, la confusion règne. Pape élu ou pas? Petit à petit, ces volutes blanchissent, mais toujours pas de cloche qui résonne pour confirmer l'élection. Dans la foule massée place Saint-Pierre, certains ont compris. Une clameur monte, quelques cris, des applaudissements. À 18h05, du haut de la basilique, les cloches se mettent enfin en mouvement, puis sonnent à toute volée. Au fur et à mesure, les fidèles de Rome viennent grossir la foule qui attend d'acclamer le nouvel élu. Le règne du 265e pape de l'histoire a commencé le 19 avril 2005 à 18h. Et à Rome en direct, on retrouve Gérard Grisbeck. Bonsoir Gérard. Est-ce qu'on peut dire que l'ambiance place Saint-Pierre, que l'accueil réservé au nouveau pape a été à la hauteur de l'hommage rendu au précédent?
Oui, c'est vrai, vous savez, ici, à chaque fois qu'un pape est élu, en même temps, on élit l'évêque de Rome, le patron de l'Église ici pour les Romains. Et donc, c'est une fête extraordinaire, c'est un moment d'enthousiasme incroyable. Et on a vu des gens arriver, mais de partout, de toute la ville, en métro, en taxi, en autobus. Des embouteillages, évidemment, énormes. Et tous ces gens arrivant en courant, même j'ai vu des classes scolaires venir avec leurs cartables et leurs professeurs pour ne pas rater l'événement, alors qu'on sait que cet événement a été retransmis dans le monde entier, dans les télévisions et à la radio. Eh bien, ils voulaient être là, ils voulaient voir quel était leur évêque. Et finalement, même si c'est un Allemand, pour eux c'est un Romain, c'est un Italien. Il s'appelle Ratzinger. Et on peut penser que même si maintenant les familles repartent petit à petit de la place Saint-Pierre, les jeunes sont venus ici par milliers, par dizaines de milliers. Ces jeunes vont rester encore longtemps sur cette place. C'est un événement de fête absolument incroyable que l'on ne peut pas imaginer. Oui, merci Gérard. Une journée effectivement d'effervescence à Rome. Au milieu de la foule, nous retrouvons une autre de nos équipes emmenée par Isabelle Stess et Claude Ganous. Ils ont un pape. Les larmes se mêlent aux applaudissements. Puis c'est le silence, le recueillement, au moment où leur nouveau souverain pontife apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre. C'est l'homme qui a été le plus proche du pape Jean-Paul II pendant tout son parcours. Du début au dernier jour, il était là. C'est un homme bon. C'est super émouvant. Pourquoi tout ce monde et tout. Ah non, je suis super émue, quoi. Benedetto, Benoît. Tous crient déjà le nom apostolique que Joseph Ratzinger a choisi pour diriger l'Église. Moi, je suis très content que ce soit Ratzinger qui soit élu, d'abord parce que c'est un pape européen, donc qui continuera de donner une dimension internationale au pontificat. C'est vraiment une immense joie parce que je pense que le moment est venu vraiment que toutes les églises, que toutes les religions se rassemblent et l'idée de prendre un pape de ce pays est quelque chose de formidable parce qu'enfin peut-être que l'église protestante va prendre conscience de la religion chrétienne. Mais le choix du cardinal conservateur allemand n'enthousiasme pas tous les fidèles. Enfin, moi j'ai peur qu'il soit un peu trop traditionnel, mais il y en a qui sont pour. Malgré quelques bémols, les fidèles partagent ce soir dans la joie ce moment d'histoire. Ils ont désormais un pape. Un premier mot tout de suite, Philippe Arroy. Finalement, les pronostics étaient bons. C'est le favori qui a été élu. Absolument. Il était le doyen des cardinaux choisi par eux. Il était l'homme de confiance de Jean-Paul II pendant 23 ans. Il était aussi le gardien vigilant de la doctrine de l'Église, voulu par Jean-Paul II, même si cela ne plaisait pas à tout le monde. Alors certes, Benoît XVI aura son style, qui ne sera pas forcément celui de Jean-Paul II. Benoît XVI, il faut s'y habituer. Il faudra s'y habituer. Mais le message des cardinaux est clair. Dans un monde violent, qui se radicalise, où le fondamentalisme prend le pas, où la déchristianisation est quelque chose de réel, ils ont pensé unanimement que l'homme de la situation, c'était Benoît XVI, l'ex-cardinal Ratzinger. Qui avait lui-même en quelque sorte fait un discours programme hier lors de l'homélie. Absolument, il avait condamné fermement la dictature du relativisme et fait le procès de ceux qui dans l'Église se sont laissés séduire par les courants de mode. C'est beaucoup de choses, les courants de mode, mais disons qu'il voulait par là nous expliquer que il fallait lutter contre cela. Et ça va être un de ses rôles. Alors avant de revenir à sa personnalité, à son profil, on va voir que partout ailleurs dans les rues et les avenues alentour, autour de la place Saint-Pierre, la vie s'est arrêtée quelques instants avec des concerts de klaxons. Beaucoup ont été surpris car c'est vrai, on n'attendait pas forcément une élection aussi rapide. À Rome, Marisburgo, Gilles Jacquier. La course vers la place Saint-Pierre. La nouvelle s'est répandue dans Rome comme une traînée de poudre. Le nouveau pape est élu. Sur la Via della Conciliazione, c'est un défilé ininterrompu de Romains et de gens venus du monde entier. Ouais, on est à Campo del Fiore, juste à côté, on vient de courir en fait, on l'a su à la télévision. Et vous allez où là? On vient regarder le nouveau pape. C'est une chose tellement monumentale, la mort de Jean-Paul II et maintenant l'élection de ce nouveau pape, c'est historique. Être là au bon moment, c'est historique. La plupart d'entre eux ne connaissent pas encore le nom du nouveau pape. Ils arrivent par centaines de toutes les rues adjacentes de la place Saint-Pierre. J'ai un cours à l'université
On nous a dit Fumata Bianca, on est tous courus jusqu'ici. C'est une surprise pour le monde. On attendait plutôt 2 ou 3 jours. On n'attendait pas le jour suivant. Le fameux Habemus Papam, nous avons un pape, résonne jusque sur la Via della Conciliazione. Le cardinal, c'est Ratzinger. Vous êtes content? Oui, très très content. Je crois que c'est la continuation de Jean-Paul II. Je crois qu'il va s'appeler Jean-Paul III. Il ne s'appellera pas Jean-Paul III, mais Benoît XVI. Un moment immortalisé sur les téléphones portables et dans tous les esprits, bien sûr. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment trop fort pour moi. Je suis allemande, vous savez, allemande. Les retardataires arrivent encore, essoufflés mais heureux. Cette course dans une ambiance bon enfant vers la place Saint-Pierre est la preuve que l'élection du pape est une grande fête romaine à laquelle est convié le monde entier. Oui, Fumata Bianca, on l'entendait, la fameuse fumée blanche. À Rome, nous retrouvons le vaticaniste Bruno Bartoloni. Bonsoir, on prévoyait une élection plutôt longue. Bonsoir. 24 heures à peine finalement, les cardinaux se sont mis d'accord très vite. Ben oui, on s'attendait en quelque mesure à ça et on a démenti, ils ont démenti les dictons que quand un cardinal entre pape dans le conclave, il en sort cardinal. Eh bien, le cardinal Ratzinger est entré en pape en effet. Et on était tous convaincus que si l'élection aurait été rapide, eh bien, c'était lui sans problème. Merci Bruno Bartoloni. Alors on le disait en titre, le cardinal Ratzinger, Benoît XVI, à 78 ans, il est effectivement considéré comme le gardien de la doctrine, comme le chef du camp conservateur. Ses prises de position sont tranchantes. Portrait signé Loïc Delamornay. Jean-Paul II connaissait bien son successeur, très bien même, ils étaient amis. Entre Ratzinger l'allemand et Wojtyla le polonais, entre le théologien et le philosophe, c'est une longue relation d'estime, de respect, une même vision de l'histoire et de l'Église. Et Jean-Paul II aimerait peut-être pouvoir dire aujourd'hui « N'ayez pas peur » de Ratzinger. Car des surnoms caricaturaux, le cardinal allemand en porte. Gendarme de la foi, Panzer-cardinal, grand inquisiteur. Né en Bavière en 1927, Joseph Ratzinger a accompli une brillante carrière universitaire. Jeune théologien, il était déjà consultant durant le Concile Vatican II. Archevêque de Munich, il a gravi les échelons jusqu'à devenir doyen du Sacré Collège, en d'autres termes, celui qui dicte la doctrine de l'Église. Ses détracteurs disent qu'à ce poste, il a réduit les dissidents au silence et écrasé les hérésies. De fait, le nouveau Benoît XVI a eu des positions tranchées, affirmant par exemple être contre l'ordination des femmes, contre le mariage des prêtres, contre l'homosexualité, l'avortement et la contraception, ou encore contre l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Joseph Ratzinger veut protéger d'une certaine modernité l'Église, devenue aujourd'hui d'après lui une barque qui prend l'eau. Cependant, beaucoup d'observateurs et parfois même ses détracteurs répètent que l'homme n'est pas si caricatural. Doux, courtois, presque timide, ses idées sont plus modérées en privé. Et c'est ce conservateur qui a été l'un des premiers à reconnaître la responsabilité de l'Église dans l'Holocauste. Hitler a pu commettre ses crimes plus facilement, car il n'y a pas eu une sensibilité suffisante des chrétiens, une conscience de nos devoirs envers les Juifs. Et c'est ainsi que nous avons toléré plus facilement les crimes contre les Juifs. Et comme le montre cette interview en 1994, le nouveau pape Benoît XVI dans cette situation de la culture moderne parle français. Nous donne les raisons et la raison de la foi. C'est une apologie moderne du christianisme. Oui, il parle plusieurs langues. À Rome, on retrouve Monseigneur Etchegaray. Bonsoir, vous avez participé à toutes les congrégations, pas au conclave, car vous êtes atteint par la limite d'âge, vous connaissez très bien le Vatican et ses coulisses. Faut-il s'attendre à un pontificat plus strict, à un coup de barre conservateur ? Ce n'est pas la question que je me pose, aujourd'hui en tout cas, sans vouloir fuir cette question. Je pense qu'en ce moment, je me trouve ici au milieu des gens, et c'est l'allégresse sur la place Saint-Pierre. Et le pape qui a été élu est un pape qui est d'abord évêque de Rome. Et je m'associe à la joie extraordinaire des Romains qui portent sur Benoît XVI, l'affection qu'ils avaient à l'égard du prédécesseur Jean-Paul II. Donc, ce qui compte pour moi, c'est
j'ai bien connu le cardinal Joseph Ratzinger. Je suis un vieux de la vieille. Et je puis dire que j'ai connu le cardinal pour la première fois en plein concile Vatican II. Il était le conseiller théologique d'un grand cardinal qui a été un des ténors, si l'on peut dire, du concile, le cardinal Frings, l'archevêque de Cologne. Et ce jeune théologien bavarois que je voyais très souvent au collège de l'Anima, auprès de son cardinal, a été, on ne réalise pas à quel point, ce qui a inspiré beaucoup de choses dans le concile de Vatican II. Il était considéré comme un progressiste à l'époque, mais les choses ont changé. Donc un petit mot quand même sur la doctrine ou la politique. Oui, notez ces choses-là, attendons. En ce sens que Wojtyła, nous l'avons bien connu, Ratzinger aussi, mais ce n'est plus Ratzinger maintenant, c'est Benoît XVI. C'est Benoît XVI qui compte. Et comment le pape actuel guidera la barque de Saint-Pierre, c'est sûr, dans la continuité de Jean-Paul II, mais avec son style propre, car nous savons que la personnalité de Benoît XVI est une personnalité qui, certes, est ferme dans ses idées, mais d'une grande liberté de ton, grande liberté. Et je le sais par expérience. Merci. N'oublions pas, c'est la petite histoire. Voilà. Poursuivez, poursuivez. Vous alliez nous raconter? Oui, non, je dirais, tout à l'heure, on m'a posé la question, qu'attendez-vous du nouveau pape? Eh bien, je pense que j'ai répondu comme cela, de façon impromptue, que dans la nuit où nous nous trouvons souvent, les hommes, les peuples puissent être aidés par le pape à voir de quel côté l'aube poindra. Et moi-même, je pense qu'il saura nourrir, alimenter mon espérance dans la capacité de tout le peuple de Dieu à accueillir le futur. Car les gens ont peur, n'ont pas d'appétit pour le futur. Et Benoît XVI saura donner du goût pour vivre des temps difficiles, mais qui seront des temps toujours de l'Évangile. Merci, Monseigneur Etchegaray, d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Monseigneur Di Falco, parce que cette question tout de même se pose bien. Je lis la réaction de la Fédération protestante de France, qui accuse le coup, en référence bien sûr au conservatisme supposé ou réel de Benoît XVI. Oui. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre effectivement à un pontificat plus dur sur le plan doctrinal? Il y a deux façons de voir l'événement. Et ce que je vais dire, peut-être je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, puisque c'est ce que je pense et on ne pourra pas m'accuser de parler la langue de bois. Moi, j'espérais un pape venant de notre continent. C'était mon espoir, c'était un désir qui n'engage que moi. Et puis, il y a le regard de la foi. Et aujourd'hui, je regarde l'événement avec la foi qui est la mienne, et je me dis, par les cardinaux, Dieu a parlé, a choisi ce pape, je l'accueille. Ce n'est plus le préfet pour la correction de la doctrine de la foi, c'est le pape Benoît XVI. Ça n'est plus forcément le gardien de l'orthodoxie. D'une part, d'autre part, si on se donnait la peine de regarder un peu quels ont été ses prédécesseurs, tous ont eu l'étiquette, la même étiquette que lui, conservateur, réactionnaire et tout ce qu'on voudra, tous. Mais parce que c'est le rôle le plus ingrat qui peut exister que d'avoir cette responsabilité. Donc, comme vient de le dire le cardinal Etchegaray, aujourd'hui, ce n'est plus Joseph Ratzinger, c'est Benoît XVI. Vous restez avec nous. Non, juste deux mots. Si on regardait rapidement, parce qu'on peut se dire pourquoi Benoît XVI, quand on regarde ce qu'a été le pontificat de Benoît XV, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est le premier qui a plaidé, puisque c'est 1914-1922. Il plaide pour la paix juste et durable. C'est le premier qui parle d'une organisation internationale pour régler les conflits, non pas avec les armes, mais de la façon diplomatique. C'est le premier qui demande aux missionnaires de ne pas suivre les courants colonialistes et qui a une vision autre qu'une vision colonialiste de la mission. Donc il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire qui montrent bien. Tout à l'heure, quelqu'un disait c'est Benoît XV qui a condamné le modernisme. C'est pas vrai, c'est Grégoire XVI.
Bon, alors c'est peut-être de cet héritage finalement assez progressiste qu'il va se prévaloir. En tout cas, le cardinal Ratzinger, qu'il faut donc appeler Benoît XVI, est le premier pape allemand depuis près de 1000 ans. C'est bien entendu une fierté pour les catholiques d'Allemagne. Pour être plus précis encore, il est originaire d'un petit village de 2700 habitants en Bavière, Marktl. Une grande fête est prévue là-bas. Julien Beaumont. Marktl, nous sommes en pleine Bavière, à 100 km à l'est de Munich. C'est ici, le 16 avril 1927, dans cette maison, que Benoît XVI est né. Mais pour les 2700 habitants, tout le monde le connaît sous le nom de Joseph Ratzinger. Ratzinger est d'ailleurs devenu citoyen d'honneur lorsqu'il a été fait cardinal. Aujourd'hui, le maire de la ville est particulièrement fier. Je crois qu'on n'a pas eu de pape allemand depuis longtemps. Alors forcément, plein de villes vont nous envier le fait d'être la ville où le pape est né. C'est vraiment un moment historique pour la ville de Marktl. Sa photo va être largement diffusée. Alors la population s'attend à voir défiler beaucoup de personnes dans les jours à venir. Un sacré chamboulement. Je pense que des gens vont vouloir venir visiter la ville natale du pape. Et pourtant, vous savez, ici, il n'a passé que 2 ans, les 2 premières années de sa vie. Après, il est parti. Alors, je ne pense pas que l'intérêt pour notre ville va durer longtemps, peut-être au début. Ensuite, ça devrait se calmer. Également en Bavière, son frère aîné, George Ratzinger, 81 ans, il s'attendait à cette bonne nouvelle. Je pense qu'il va faire un bon pape. C'est quelqu'un de très différent par rapport à Jean-Paul II. Jean-Paul II que d'ailleurs il aimait particulièrement et Jean-Paul II le lui rendait bien. Ils étaient très proches mais mon frère n'a jamais eu cette faculté d'attraction qu'avait Jean-Paul II. Après Cracovie en Pologne, c'est au tour de l'Allemagne de connaître l'engouement papal. Ce soir sur la place du village, une grande fête populaire est prévue. Réaction du chancelier allemand Gerhard Schröder qui voit en Joseph Ratzinger le digne successeur de Jean-Paul II. C'est un grand honneur pour l'Allemagne, dit-il. On retrouve Jérôme Bonnier en direct à Berlin. Jérôme, peut-on vraiment parler d'enthousiasme ce soir là-bas ? Une grande surprise d'abord. En fait, les Allemands ne s'attendaient pas à cette élection. Une grande joie pour les quelques 26 millions de catholiques d'Allemagne. Ils constituent environ un tiers de la population. Ils se disent que peut-être un pape allemand les comprendra encore mieux. Mais justement, toute la question est là. Car paradoxalement, le nouveau pape allemand est en contradiction avec plusieurs courants dans les églises d'Allemagne. Disons que pas mal de prêtres, par exemple de prêtres catholiques, voudraient plus de rapprochement avec les protestants qui eux-mêmes constituent aussi un tiers de la population d'Allemagne. Ils voudraient par exemple des eucharisties communes, que les protestants et les catholiques chrétiens reçoivent ensemble l'hostie pendant la communion. Mais cela est contraire, par exemple, au texte du cardinal Ratzinger en l'an 2000. Le texte s'appelait Dominus Jesus et qui réaffirmait la suprématie de l'Église catholique. En tout cas, bon, tous ceux qui surnommaient aussi quelquefois le cardinal Ratzinger le Panzer cardinal, tout cela espère que le nouveau pape va assouplir un petit peu ses positions. Et en tout cas, la journée est bel et bien à la joie et non pas au procès d'intention. Merci Jérôme. Autre réaction, celle de Jacques Chirac. Il félicite chaleureusement le nouveau pape Benoît XVI. Il lui adresse ses félicitations et ses vœux sincères pour la haute mission qui vient de lui être confiée à la tête de l'Église catholique. Partout dans le monde catholique, les cloches ont sonné dans les grandes cathédrales. C'était le cas par exemple à Notre-Dame de Paris, avec une messe et une veillée pour souhaiter la bienvenue au nouveau pape. Nicolas Lemarinier, Jean-François Monnier. Ils étaient là pour l'enterrement de Jean-Paul II. Ils sont présents à Notre-Dame pour découvrir le visage du nouveau pape. Le cardinal Ratzinger s'appellera désormais Benoît XVI. Il faut maintenant faire connaissance. On savait qu'il était un peu le favori en rentrant dans le conclave, c'est tout, mais on nous avait dit que le favori ne sortait jamais, donc voilà. Jean-Paul II avait su ouvrir l'Église au monde extérieur. Aujourd'hui, les fidèles attendent beaucoup de ce nouveau souverain pontife. Ce que j'espère surtout, c'est qu'il fasse la continuité pour un homme de paix, tout à ce niveau-là. Et puis qui s'occupe de certains problèmes qu'a laissé Jean-Paul II, peut-être au niveau des pays de l'hémisphère du Sud. Donc ce genre de choses-là, c'est assez vaste, mais c'est à lui, je pense, de faire ça, on verra après. Je crois savoir que ce sera un pape très traditionnel, donc ce n'est pas le pape du changement que nous annonçait. Le cardinal Ratzinger a la réputation d'être plutôt conservateur, mais cela n'inquiète pas ceux qui souhaitent un changement. Il y a une équipe autour de lui. Et il sera obligé de toute manière de suivre quand même malgré tout.
Nous avons un nouveau pape, Benoît XVI. Les catholiques ont un nouveau pape et à partir de 21 h, une veillée sera organisée dans la cathédrale Notre-Dame en l'honneur de Benoît XVI. Sur place, on retrouve Alban Mikosi. Bonsoir Alban, un accueil favorable mais apparemment sans excès. Oui, un accueil favorable que je vais qualifier de poli. J'étais à la cathédrale au moment même de l'annonce de l'élection du cardinal Ratzinger. Il y a eu des applaudissements courtois, polis. Certaines personnes ont même quitté l'église en me disant « on est un peu déçus ». Franchement, c'est pas le pape qu'on espérait, qu'on attendait. Alors ça, c'est la réaction des fidèles. Quant à la réaction des autorités catholiques françaises, eh bien, j'ai eu l'archevêque de Paris au téléphone qui me disait « oui, c'est un conservateur, certes c'est un conservateur, mais c'est un conservateur intelligent. Il vaut mieux un conservateur intelligent qu'un progressiste idiot ». Donc vous voyez, c'est la réaction de l'archevêché de Paris et de l'épiscopat français de se dire on connaît bien le cardinal Ratzinger, il parle couramment le français, il est venu régulièrement en France, il a même fait des conférences dans cette cathédrale Notre-Dame que vous voyez juste derrière moi. Cet avantage, cette relation avec la France, eh bien, c'est un avantage pour l'Église française. C'est un proche de Monseigneur Lustiger. Et ce soir, la veillée de prière qui va commencer, vous entendez derrière moi les cloches qui résonnent à toute volée, eh bien, elle sera quand même une veillée de joie, malgré cette petite déception, il faut être franc. Merci Alban. Une autre réaction. Nous allons au Brésil, à Sao Paulo. L'évêché de Monseigneur Rumesh, lui aussi faisait figure de possible pape. Envoyés spéciaux Bertrand Coq, Yann Moine. Comme partout, c'est en direct que les Brésiliens ont appris l'avènement de Benoît XVI. Et le profil du nouveau souverain pontife suscite des réactions contrastées. J'espérais plutôt un Africain ou un Sud-Américain pour changer un peu les choses, dit cet homme. Mais c'est pas si mal que ça. Après tout, il était le bras droit du pape. Le pape, c'est toujours le pape. Il va prier pour nous et nous allons prier pour lui. Finalement, je l'aime bien. La direction de l'Église revient donc encore à un Européen, alors même que les Sud-Américains étaient régulièrement cités. Les cardinaux ont donc choisi la continuité. Il connaît très bien la doctrine, dit cet homme d'affaires. Je suis persuadé qu'avec l'aide de Dieu, il va faire beaucoup de bien. Moi, dit cette dame, je n'espérais pas forcément un Brésilien, ni même un Sud-Américain, mais je formais des vœux pour que ce soit un Africain. Pour nous, c'est une défaite, ajoute ce vendeur de rue. Cette déception des Brésiliens est certainement partagée par bien des catholiques sud-américains qui espéraient voir l'un de leurs pasteurs accéder au trône de Saint-Pierre, et plus particulièrement par ces prêtres et ces laïcs qui vivent et travaillent dans les bidonvilles, ont une vision plus sociale, voire même plus politique du rôle de l'Église, ces théologiens de la libération, dont le cardinal Ratzinger justement s'était employé pendant plus de 20 ans à réduire l'influence. Alors avant de refermer ce chapitre, ce qui attend maintenant le nouveau pape, les premières décisions sur lesquelles il sera jugé, sur lesquelles on évaluera son style, Monseigneur Di Falco. Je ne peux pas dire, moi, quelles seront les premières décisions, mais je crois qu'il y a notamment des rendez-vous, celui de Cologne, avec la jeunesse. Les JMJ. Les JMJ. Donc on va voir comment ce premier contact, disons, avec les jeunes va se faire. Comment il sera, oui, au mois d'août prochain. Ensuite, les premières décisions, je ne les connais pas, mais je pense que selon les continents, eh bien, on peut donner des réponses différentes. Les problèmes de la France ne sont pas ceux du Brésil ou d'autres églises. Je crois qu'on ne peut pas répondre à une question aussi large. Vous sentez ce soir que les réactions sont mitigées quand même? Bien sûr, mais oui, bien sûr, oui. Je le sens très bien, oui. Oui. Ça vous peine? Non, vous trouvez ça normal? Non, je crois que c'est normal que chacun exprime son sentiment comme il le fait. Et j'ai bien aimé la réaction de l'archevêque de Paris, qui ne m'étonne pas avec son humour. Philippe, les grands chantiers qui attendent ce pape? Il y en a beaucoup. Crise des vocations. Absolument. Alors, pratique religieuse en baisse, crise des vocations, de plus en plus de sectes, la concurrence des églises évangéliques, le dialogue interreligieux qui patine quelquefois, la vie moderne avec toutes ces modes que condamnait justement hier le cardinal Ratzinger. Il était encore cardinal. Donc pour essayer de résoudre tout ça, il faut quand même un homme à poigne. Alors les cardinaux ont estimé que malgré son air affable et son air très doux qu'avait le cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI sera l'homme qu'il leur faut.
Merci Philippe, merci Monseigneur Di Falco. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir donc sur la désignation de ce nouveau pape, le cardinal Ratzinger, Benoît XVI. Rendez-vous sans doute dimanche sur la place Saint-Pierre pour ce qu'on peut appeler la cérémonie d'intronisation. Merci à vous deux. Merci. Le reste de l'actualité avec d'abord ces aveux après l'incendie de l'hôtel Paris Opéra, ceux d'une Française de 31 ans. Elle est la petite amie du veilleur de nuit. Elle aurait involontairement mis le feu. Le bilan, lui, s'est encore alourdi. 24 victimes. Yann Fronti, Karine Comadi. Ils sont arrivés en milieu d'après-midi. Ces enquêteurs de la brigade criminelle de Paris effectuent d'ultimes vérifications dans les décombres de l'hôtel Opéra. Depuis quelques heures, ces policiers disposent en effet d'éléments nouveaux. Ce matin, Fatima, une jeune femme de 31 ans, est passée aux aveux. Dans les locaux du quai des Orfèvres, elle a raconté en détail comment elle s'était disputée avec son compagnon, le fils du gérant de l'hôtel, également veilleur de nuit. Au premier étage de l'établissement, dans la salle du petit déjeuner, le couple s'est déchiré. Fatima reconnaît avoir totalement perdu son sang-froid. Elle est remontée dans cette pièce, elle a renversé de rage un certain nombre d'affaires appartenant à ce garçon et elle est partie sans avoir conscience que ces affaires avaient pu tomber sur des bougies et faire naître un incendie. Après cette altercation, Fatima déclare avoir immédiatement quitté les lieux. Quand elle revient un peu plus tard, l'incendie s'est déjà propagé dans toute la cage d'escalier. Face aux pompiers, elle préfère garder le silence et s'en aller. Le gérant et ses proches sont pointés du doigt depuis le début de l'enquête. Ils ont même été qualifiés de marchands de sommeil, accusation qu'ils ont toujours rejetée. L'explication fournie aujourd'hui par les enquêteurs les apaise. Quand j'ai appris la nouvelle, premièrement j'étais un peu soulagée, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté le coupable, comme ça pour que ne pas les médias et tout le monde mettent sur notre dos pour la sécurité de l'hôtel. On ne pardonne pas, surtout. Ce n'est pas pour l'hôtel, moi c'est pour les familles. C'est là qui me font mal au cœur. C'est un appel anonyme qui a dirigé les enquêteurs vers cette jeune femme. Elle sera présentée ce soir à un juge d'instruction qui devrait la mettre en examen. Une confirmation, le premier mariage homosexuel est bien illégal. Décision de la Cour d'appel de Bordeaux aujourd'hui, motif invoqué par les juges. Le Code civil impose de recueillir la déclaration de deux personnes de sexe différent. Les deux époux, rappelons-le, avaient été unis en juin dernier par le maire de Bègles, Noël Mamère, et ils se disent ce soir déterminés à faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Politique, la réplique de Jean-Pierre Raffarin après sa mise en cause par Dominique de Villepin. Il a dérapé et je l'ai recadré, dit-il. Il n'y a pas de crise au gouvernement. Alix Bouillaguet, Vincent Boufartigue. Une fois de plus, il aura dû monter au front pour recadrer un ministre trop bavard. Ce matin, dans le collimateur de Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, qui ces derniers jours laisse entendre qu'il faudrait infléchir la politique du gouvernement, sous-entendu changer de Premier ministre. Sur les ondes, la contre-attaque est sévère, préparée, souligne le chef du gouvernement, en concertation avec Jacques Chirac. Il a dérapé, ça arrive souvent quand on veut aller trop vite, et donc moi je suis Premier ministre responsable de l'Union, je l'ai donc recadré. Point final, pour moi l'incident est clos. Hier soir, au cours d'un débat sur la Constitution, le ministre de l'Intérieur a tenté de minimiser ses critiques contre Jean-Pierre Raffarin. Ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire d'exigence. Un gouvernement, écoute, un gouvernement, chaque jour, tire les leçons pour faire mieux demain. Aujourd'hui, certains députés UMP estiment que Dominique de Villepin est allé trop loin. Dominique de Villepin s'est exprimé à titre personnel, il n'a pas donné l'opinion de sa formation politique et il n'est pas le porte-parole du chef de l'État. Pour d'autres, le ministre de l'Intérieur a simplement dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il serait peut-être opportun, effectivement, de clarifier les choses et de dire qu'à l'issue du référendum, quel qu'en soit le résultat, il y aura changement. Changement de politique et changement d'homme. En attendant, il y a toujours un patron à Matignon. Pour le prouver, dès cet après-midi, le Premier ministre poursuivait sa campagne référendaire sur Internet. Jacques Chirac, lui, était au Luc en Provence pour visiter une école franco-allemande de formation pour les pilotes d'hélicoptères. Militaires allemands et français vont notamment y tester le nouvel appareil de combat, le Tigre. Et l'occasion pour le président de la République de se prononcer pour une Europe de la défense. Le traité constitutionnel va lui donner une nouvelle impulsion, a-t-il déclaré. On l'écoute. La Constitution comporte en effet des avancées déterminantes pour la défense. Parce que l'Europe est désormais une communauté de destin, elle affirme
pour la première fois, le principe de solidarité et d'assistance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'en cas d'agression, après la ratification de la Constitution, les États de l'Union se devront assistance. En bref, à l'étranger, le Liban, sans doute vers une sortie de crise. Le Premier ministre Najib Mikati, nommé il y a 3 jours, a annoncé la formation d'un gouvernement aujourd'hui, là où son prédécesseur avait échoué, un cabinet de transition pour préparer les élections législatives dans un peu plus d'1 mois. Elles sont bien maintenues et le retrait syrien pourrait être terminé d'ici quelques jours. Ce rappel quotidien en Irak, notre consoeur Florence Aubenas et son guide Hussein Hanoun sont retenus en otage depuis 104 jours maintenant. Les préparatifs du Festival de Cannes. On connaît la sélection officielle depuis ce matin, 20 films en compétition et le retour de beaucoup de grands noms sur la croisette. Pascal Deschamps, Bruno Giraudon. Hier soir, dans le sous-sol d'un petit immeuble parisien, des bobines en attente venues du monde entier. Le délégué général Thierry Frémaux s'apprête à se faire projeter le dernier film candidat à la compétition officielle. Combien de films visionnés depuis le dernier festival de Cannes ? Depuis le dernier festival de Cannes, on a visionné près de 1500 films. 1500 appelés, une poignée d'élus. Pour Thierry Frémaux, le choix aura été dur. Un choix que les journalistes découvraient ce matin. Un peu comme à l'annonce de la composition d'un gouvernement ou d'une équipe de foot. On suppute, on parie et on se trompe. Pour les Français, on parlait de Patrice Chéroux, François Ozon. On aura Dominique Moll, l'auteur de Harry, un ami qui vous veut du bien, qui fera l'ouverture avec Lemming. Voilà, je suis soulagée. Les méconnus frères Larieux avec Peindre ou faire l'amour. Et Michael Haneke pour Cacher avec Daniel Auteuil et Juliette Binoche. Comme tes fans, pas pareil. Cannes 2005 verra s'affronter des pointures. David Cronenberg, Wim Wenders, Lars von Trier, les frères Dardenne et des nouveaux venus. L'acteur Tommy Lee Jones, passé à la réalisation, le Kurdinaire Salem, qui faute de Kurdistan concourra sous la bannière irakienne, ou Roberto Rodriguez et le très attendu Sin City avec Mickey Rourke et Bruce Willis. Même choc entre David et Goliath hors compétition, puisque le très attendu Star Wars 3 côtoie la suite des aventures de Kirikou. Une tendance dans la sélection, Monsieur le Président ? C'est peut-être moins ancré dans le social que d'habitude, et ce sera plus ancré dans la fantaisie, dans l'imaginaire. Le 11 mai, Cannes retrouvera, comme à chaque festival, son lot de stars, de rumeurs, d'espoirs, de polémiques. Une histoire qui reprend chaque jour à la même époque et qui nourrit chaque année notre imaginaire. Sport, cyclisme, avec les adieux d'un grand champion, Lance Armstrong met fin à sa carrière. Décision annoncée hier soir. Le coureur texan va tenter une 7e victoire dans le Tour de France avant d'arrêter la compétition. Julien Benedetto, Grégoire Tournant. D'ordinaire, le modeste Tour de Géorgie ne déplace pas les foules. Mais hier à Augusta, Lance Armstrong avait quelque chose d'important à annoncer. Flanqué de son inséparable directeur sportif, l'Américain met fin au suspense, sans laisser transparaître aucune émotion, comme sur le vélo. J'ai décidé de tout mettre sur le Tour et en même temps, j'ai décidé que le Tour de France serait ma dernière course en tant que cycliste professionnel. Lance Armstrong, regard d'acier, fréquence de pédalage jamais vue jusque-là. Sur les routes du Tour, le Texan est imbattable. Les plus grands, Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain, avaient épuisé leur braquet dans la quête d'une 6e victoire à Paris. Le Graal sera pour l'Américain. Étonnante trajectoire d'une carrière qu'on croit brisée en 1996. Cancer des testicules, métastase au cerveau, une course contre la mort. Pour Armstrong, mourir ou perdre, c'est la même chose. Il est vivant, alors il gagnera. L'Américain sort de la chronique sportive, devient le symbole de la lutte contre le cancer. Mais ses performances exceptionnelles alimentent le soupçon. Accusé de dopage dans un livre, il est dans le collimateur de la justice. Le poids des affaires, mais aussi l'absence pesante de ses enfants, précipite sa décision. On peut parfaitement comprendre qu'il y a une certaine lassitude. En plus, sa vie personnelle, sa vie privée a changé. Et il y a un moment où c'est dans la tête que ça craque. C'est souvent ce que disent d'ailleurs les plus grands champions. Physiquement, je pouvais encore tenir, mais dans la tête, ça ne tient plus. L'Américain rêve d'une 7e victoire sur les Champs-Élysées. Ce sera l'ultime rendez-vous d'une carrière d'exception. Un dernier tour, et puis s'en va. Voilà, et si vous n'étiez pas avec nous au début de ce journal, on revient maintenant à la principale actualité de cette fin d'après-midi. L'Église catholique a un nouveau guide. Le cardinal allemand Ratzinger, devenu Benoît XVI, est apparu tout à l'heure au balcon du Vatican. Caroline Gauthier. De la fumée blanche s'élève de la cheminée de la chapelle Sixtine. Il est 17h50 à Rome. Le pape est élu. Nous avons un pape
La formule est proclamée depuis le balcon de la basilique. Le nouveau chef de l'Église catholique apparaît, le cardinal allemand Joseph Ratzinger. Il régnera sous le nom de Benoît XVI. Les Romains ont accouru sur la place Saint-Pierre, une foule émue, laissant éclater sa joie et qui réserve un triomphe, une ovation à son nouveau souverain pontife. Benoît XVI leur adresse son premier bref message, remerciant tout d'abord son prédécesseur, Jean-Paul II. Avant de se décrire comme un humble et modeste travailleur dans les vignes du Seigneur, son premier contact avec les fidèles. C'est l'homme qui a été le plus proche du pape Jean-Paul II pendant tout son parcours. Du début au dernier jour, il était là. C'est un homme bon. C'est une chose tellement monumentale, la mort de Jean-Paul II et maintenant l'élection de ce nouveau pape. C'est historique. Être là au bon moment, c'est historique. On attendait plutôt 2 ou 3 jours. On n'attendait pas le jour suivant. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment trop fort pour moi. Je suis allemande, vous savez, allemande. À Paris, dans la cathédrale Notre-Dame, les touristes se mêlent aux Parisiens et c'est en direct qu'ils ont appris le nom du nouveau pape. On savait qu'il était un peu le favori en rentrant dans le conclave, c'est tout, mais on nous avait dit que le favori ne sortait jamais, donc ben voilà. Je crois savoir que ce sera un pape très traditionnel, donc ce n'est pas le pape du changement que nous annonçait. Retour à Rome, sur ces images de la place Saint-Pierre, des chants, des rires, des larmes. Ce 19 avril 2005, les catholiques du monde entier ont un nouveau pape. Benoît XVI succède à Jean-Paul II. Et un dernier détour par Rome avec Gérard Grisbeck. Est-ce que la foule est toujours la place Saint-Pierre, Gérard? Oui, la foule est encore là, mais petit à petit, surtout les familles repartent. Les jeunes qui sont venus ici par milliers, eux restent. On peut penser qu'ils vont rester encore plusieurs heures sur cette place Saint-Pierre. Vous savez, on entend maintenant Benedetto, Benoît, alors de la même façon qu'on avait entendu pendant des années ici Giovanni Paolo. Eh bien, Benedetto, on va l'entendre maintenant comme un slogan qui va revenir tout le temps, pendant que justement Benoît XVI, donc le nouveau pape, est sans doute en train de dîner avec les 114 cardinaux qui l'ont élu dans la maison Sainte-Marthe, donc à l'intérieur du Vatican ce soir. Le prochain rendez-vous, ce sera pour la messe, sans doute dimanche, d'intronisation. Donc vous voyez qu'ici, la soirée n'est vraiment pas terminée. Merci Gérard, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et tout de suite la météo, Nathalie Riouet. 20h55, un grand succès et une première diffusion en clair, Chouchou, avec Gad Elmaleh et Alain Chabat. 1h dernier journal, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30 Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé. On se quitte sur l'image du jour, la première apparition du nouveau pape Benoît XVI, le cardinal Joseph Ratzinger, élu donc en fin d'après-midi, après 24 heures seulement de conclave. À demain. Votre soirée sur France 2. Chouchou de la place Clichy rencontre Stanislas de la Tour-Maubourg. Daniela Lombroso zoom sur Monica Bellucci, Bruce Willis et Yvan Attal. Enfin, réunion de famille dans Histoire courte autour de 2 petits films inédits. France 2. Chouchou avec Gad Elmaleh, comme au cinéma l'émission et Histoire courte. L'air est plus vif sur France 2. Pour votre annonce